800 ans, c'est le temps exact que la nature doit mobiliser pour décomposer un seul pneu abandonné dans l'environnement. Pourquoi laisser 1,5 milliard de pneumatiques être jetés chaque année à travers le globe, formant des étendues sombres de déchets toxiques décelables depuis l'orbite terrestre? On pourrait croire que ces montagnes de gomme sont condamnées à rester des polluants éternels pour la planète. Mais en réalité, les ingénieurs convertissent désormais ce fléau en une ressource stratégique pour les infrastructures modernes, transformant un rebut dangereux en une route capable de réduire les nuisances sonores, de doubler sa durée de vie opérationnelle et d'absorber 10 000 pneus par kilomètre linéaire. Cette transformation industrielle se manifeste d'abord par une emprise spatiale massive qui dépasse l'entendement. On peut remarquer des territoires immenses où s'élèvent des collines artificielles, opaques et aux formes irrégulières. À première vue, ce décor évoque un paysage de fin du monde, mais il s'agit en fait d'une des réserves de matières premières inexploitées les plus denses du globe. Aux États-Unis, sur le continent européen ou au Moyen-Orient, ces amas de caoutchouc se comptent par millions d'unités. Mais ce n'est que le début. Ce qui constituait autrefois un cimetière de résidus devient aujourd'hui un gisement pour la récolte industrielle. La logistique nécessaire pour mobiliser cette masse repose sur une précision technique absolue. On voit comment des flottes de véhicules lourds, munis de plateformes à haute capacité de charge et de dispositifs de fixation renforcés, parcourent les axes routiers. Ces engins fonctionnent comme des conduits vitaux, reliant les centres de maintenance et les dépôts de ferraille à des usines de traitement aux dimensions gigantesques. Chaque pneu est retiré de la circulation avant que sa structure creuse ne puisse recueillir l'eau de pluie, empêchant ainsi la prolifération de vecteurs de maladies. Tout se complique encore lors de cette course contre les éléments et le temps. Pourquoi déployer une telle énergie pour des objets destinés au rebut? L'ingénierie moderne ne considère pas un pneu usagé comme un déchet, mais comme un minerai urbain à haute concentration de matériaux précieux. À l'intérieur de chaque carcasse usée se cache une composition complexe mêlant caoutchouc naturel élastique, polymères synthétiques de haute résistance, fibres textiles et acier de qualité supérieure. La suite devient plus complexe. Pour le secteur de la valorisation, ce pneu qui ne vaut que quelques centimes au poids de la ferraille possède la capacité d'économiser des milliards de dollars en évitant l'usage de matières premières vierges. L'équipement sépare progressivement ses composants, mais l'extraction de ce trésor technique n'est pas une opération simple. Le pneu a été originellement conçu pour être pratiquement indestructible, devant résister à la friction thermique de l'asphalte brûlant et supporter la pression de camions pesant 30 tonnes. Pour réussir le recyclage, il faut neutraliser les propriétés physiques mêmes qui assuraient sa solidité initiale. Le premier obstacle dans cette confrontation mécanique est l'armature interne en acier qui structure la gomme. La matière s'en va plus loin le long de la chaîne. 120 km/h, c'est la vitesse à laquelle un véhicule peut négocier un virage serré sans que ses pneumatiques ne quittent la jante. Pourquoi la structure reste-t-elle solidaire de la roue malgré des forces latérales aussi extrêmes? On pourrait croire qu'un pneu n'est qu'une simple enveloppe de gomme moulée de manière homogène. Mais sans les anneaux d'acier tressés dissimulés à l'intérieur, appelés talons, la pression de l'air et la force centrifuge arracheraient instantanément le caoutchouc de son support métallique. Ces composants sont conçus pour être incroyablement résistants, mais dans une ligne de recyclage, cet acier se transforme en un véritable assassin de machine. On voit comment un pneu entier, s'il était jeté tel quel dans un broyeur conventionnel, provoquerait un désastre technique immédiat. Les fils d'acier haute résistance peuvent estropier des lames dont le coût unitaire s'élève à plusieurs milliers de dollars, bloquer les axes moteurs et paralyser l'intégralité du site industriel pour des réparations complexes. Mais ce n'est que le début. La solution réside dans l'application d'une force brute dirigée avec une précision chirurgicale sur la structure même de l'objet. L'équipement sépare progressivement les éléments en utilisant une machine extractrice de talons spécialisée. On peut remarquer le mouvement des pistons hydrauliques capables de soulever une charge équivalente au poids de plusieurs automobiles. Un crochet en acier trempé pénètre alors dans le flanc de la gomme pour engager l'armature interne. Tout se complique encore. À première vue, l'extraction semble être une opération de routine, mais en réalité, la tension exercée pousse les matériaux à leur limite physique absolue. On voit comment la structure robuste se retorse, se plie et se déforme comme une simple feuille de papier sous l'action du bras mécanique. La force est si écrasante
que l'anneau d'acier est arraché violemment hors de la carcasse de caoutchouc en quelques secondes seulement. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. 2 kg d'acier au carbone pur sont ainsi récupérés sur chaque unité de camion traitée par le système. Ce métal précieux ne finit pas sa course dans un centre d'enfouissement. L'équipement compacte les fils en fardeaux denses avant leur expédition vers des fonderies où ils seront transformés en poutres de construction ou en composants pour de nouveaux véhicules. La suite devient plus complexe. La carcasse de caoutchouc, désormais dépourvue de sa colonne vertébrale métallique, glisse le long de la bande transporteuse vers l'étape suivante. Elle a perdu sa rigidité structurelle d'origine pour devenir une matière souple et vulnérable. L'équipement prépare maintenant ce résidu DOC à affronter les lames rotatives qui le réduiront en une fine poudre de granulats. Le matériau quitte cette station, passant à un stade apaisé. Des jets d'eau à haute pression percutent à la surface du pneu pour éliminer des décennies de boue accumulée, d'huile de route et de pierres incrustées dans la gomme. Pourquoi cette opération de nettoyage initiale est-elle jugée vitale par les ingénieurs? On pourrait penser qu'un peu de saleté ne perturberait pas une machine aussi massive. Mais en réalité, une simple pierre dissimulée dans les rainures de la bande de roulement agirait comme un projectile balistique à l'intérieur du broyeur, provoquant des dégâts irréparables sur les composants internes. Une fois la surface parfaitement propre, la structure de caoutchouc pénètre dans la chambre de broyage primaire, sous le sifflement des systèmes hydrauliques. Le bruit qui s'en dégage s'apparente à une tempête industrielle continue où les basses fréquences dominent l'espace. Des axes massifs, équipés de lames en alliage d'acier trempé, entament une rotation à un rythme lent, mais totalement implacable. On peut remarquer que la faible vitesse de rotation est un secret technique fondamental pour la survie du matériel. Mais ce n'est que le début. Si les lames tournaient avec une trop grande vélocité, le frottement générerait une élévation thermique suffisante pour faire fondre le polymère. Cela transformerait instantanément le mécanisme en une masse visqueuse et inutilisable, figeant toute la ligne de production. En conservant une vitesse réduite associée à un couple dévastateur, les lames déchiquettent le pneu en morceaux irréguliers, dont la taille ne dépasse pas celle d'une main fermée. La suite devient plus complexe. Ces fragments chutent ensuite vers des broyeurs secondaires, où la force mécanique subit un affinement radical. L'objectif technique consiste désormais à réduire chaque morceau en de fines miettes homogènes. Durant cette phase de réduction, les restes de fils d'acier qui ont survécu au premier passage sont totalement libérés de leur matrice élastique. On voit comment, au-dessus des convoyeurs, des séparateurs magnétiques de dimensions gigantesques extraient les fragments métalliques hors du flux. Tout se complique encore. Le produit final de cette transformation mécanique est le caoutchouc granulé, composé de grains dont la taille oscille entre 0,5 mm et 2 mm. Le pneu géant a désormais totalement disparu pour laisser place à des tonnes d'une poudre noire, synthétique et uniforme, méticuleusement criblée. On peut remarquer la finesse de cette texture qui ressemble à un sable sombre parfaitement calibré par les grilles de sélection. Cependant, pour la chimie complexe de l'asphalte, cette matière est encore considérée comme brute. Elle doit maintenant être préparée pour l'épreuve du feu thermique. À première vue, le caoutchouc broyé semble prêt pour l'incorporation, mais en réalité, il se trouve sur un territoire d'ingénierie invisible à l'œil nu. Microscopiquement, chaque particule est recouverte d'une pellicule d'humidité et de poussière fine. Si ce matériau humide était introduit dans un réservoir de bitume bouillant, l'eau se transformerait instantanément en vapeur sous pression. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'apparition de bulles de gaz affaiblirait la structure moléculaire de la future route, provoquant des fissures structurelles en seulement quelques mois d'utilisation. Pour prévenir une telle défaillance technique, les granulés sont dirigés vers l'intérieur d'un séchoir rotatif colossal. Il s'agit d'un cylindre d'acier qui pivote de manière hypnotique sur son axe, avec une légère inclinaison pour assurer l'écoulement constant du matériau. L'équipement sépare progressivement l'humidité résiduelle de la masse solide. De l'air porté à haute température par des brûleurs industriels fonctionnant au gaz naturel inonde le tambour en rotation. La chaleur interne est maintenue avec une précision extrême, entre 93 et 127 degrés Celsius. C'est un équilibre thermique contrôlé, car si la température dépasse ce seuil, le caoutchouc brûle et perd ses propriétés d'élasticité essentielles. À l'inverse, si le tambour reste trop froid, l'humidité ne s'évapore pas totalement.
Et ce n'est pas encore la limite. Des capteurs infrarouges analysent chaque centimètre de la paroi du tambour pour ajuster la puissance des flammes en temps réel. À mesure que le caoutchouc bascule à l'intérieur du cylindre, l'eau s'évapore et la surface de chaque grain subit une activation chimique. On voit comment le mouvement de brassage expose chaque particule au flux d'air chaud. Cette étape prépare le matériau à absorber efficacement le bitume liquide lors de la phase de mélange suivante. Lorsque le caoutchouc émerge enfin du séchoir, il se trouve dans un état de sécheresse absolue et de haute température. La matière est désormais prête à passer à la phase suivante de traitement sans hâte. L'acier et la gomme ont été séparés, purifiés et activés pour leur nouvelle fonction structurelle. Le flux de particules sombres quitte le tambour rotatif pour rejoindre les silos de stockage thermique. La transformation mécanique s'efface ici pour laisser place aux réactions chimiques de l'incorporation. 160 à 190 degrés Celsius. C'est la plage de température précise maintenue à l'intérieur des réservoirs gigantesques contenant le bitume. Pourquoi tenter de fusionner une gomme de caoutchouc solide avec ce liquide noir et visqueux qui sert de liant pour les routes? À première vue, ces deux matériaux ne devraient pas pouvoir se mélanger de manière homogène. Mais sans cette union complexe, le revêtement routier ne posséderait pas la résilience nécessaire pour supporter les contraintes mécaniques extrêmes et les variations thermiques. Le bitume en fusion se déplace avec la consistance d'une lave sombre et épaisse dans les conduits de l'installation. On peut remarquer comment le caoutchouc sec est injecté directement dans ce flux brûlant selon une proportion rigoureusement calibrée, représentant généralement 20% de la masse totale. La suite devient plus complexe. À l'intérieur de la cuve de réaction, des agitateurs mécaniques de haute puissance tournent sans relâche pour engendrer un vortex profond. Ce mouvement rotatif force les deux composants à entrer en collision brutale sous l'effet de l'énergie cinétique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Il ne s'agit pas d'un simple mélange mécanique superficiel, mais d'une transformation chimique profonde qui nécessite un contrôle constant de la viscosité. Pendant une durée comprise entre 30 et 60 minutes d'agitation intense, le phénomène physique de l'enflure commence à se produire. Les particules de caoutchouc agissent comme des éponges et absorbent les huiles légères contenues dans le bitume, ce qui provoque une augmentation rapide de leur volume initial. On voit comment les grains de gomme doublent de taille, modifiant radicalement la structure interne du fluide. Cela ne s'arrête pas à cette étape. La texture de la substance évolue progressivement, passant d'un liquide fluide à une masse gélatineuse particulièrement robuste et dense. Cette métamorphose confère au bitume caoutchouc des propriétés de résistance supérieures à celles des matériaux standards. L'équipement maintient une agitation constante pour éviter toute sédimentation prématurée de la matière en expansion. Tout se complique encore. Le caoutchouc se comporte désormais comme un amortisseur microscopique, intégré directement au sein de la colle bitumineuse. Cette structure hybride rend l'asphalte capable d'une flexibilité inédite face aux charges lourdes. Lorsqu'un camion de plusieurs tonnes circule sur cette surface, la route subit une légère flexion élastique avant de reprendre sa forme d'origine. L'équipement sépare progressivement les risques de fissuration en absorbant les tensions internes du matériau. Le mélange final ainsi obtenu résiste efficacement aux rayons du soleil ainsi qu'au gel intense de la période hivernale. On peut remarquer la stabilité de la surface, qui ne se rompt pas sous l'effet de la dilatation thermique répétée. Ce matériau hybride haute performance est désormais prêt à défier les cycles naturels de vieillissement. Le flux en fusion part plus loin le long de la chaîne de production, prêt pour l'application finale sur les infrastructures de transport. 130 degrés Celsius au minimum, c'est la limite thermique absolue que la mixture doit maintenir dès qu'elle quitte le réservoir de mélange. Pourquoi une telle précision thermique est-elle exigée lors de cette phase de transfert? On pourrait croire que la masse visqueuse conserve sa chaleur naturellement dans la benne. Mais sans un préchauffage rigoureux des parois métalliques des camions basculants, le bitume caoutchouc se figerait instantanément au contact de l'acier froid, se transformant en une colle indéboulonnable qui paralyserait tout le mécanisme de déchargement. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les camions s'élancent vers le chantier de construction, tandis que la température de sortie est surveillée entre 132 et 149 degrés Celsius. Chaque unité de chaleur perdue durant le trajet réduit la maniabilité du matériau et rapproche le projet d'une défaillance structurelle. On voit comment les bennes fumantes manœuvrent,
pour s'aligner avec une précision millimétrée devant les machines de réception. La suite devient plus complexe. L'équipement sépare progressivement le flux de matière lorsque la vibroacabadora, une machine de pavimentation complexe, engloutit la charge noire et brûlante. À l'intérieur du châssis, des vis sans fin rotatives distribuent la masse de façon parfaitement homogène sur toute la largeur de la chaussée. À première vue, l'étalage de cette substance épaisse semble rudimentaire, mais en réalité, la plaque lissante située à l'arrière assure un nivellement d'une exactitude chirurgicale. Tout se complique encore. Des capteurs numériques pilotent l'ajustement de la couche qui varie généralement entre 4 et 8 cm d'épaisseur, selon les spécifications techniques du tracé. L'équipement se déplace avec une régularité constante pour éviter toute ondulation de la surface. On peut remarquer la vapeur qui s'échappe de la masse fraîchement déposée alors que les cylindres de compression entrent en action. Deux types de machines entament alors une progression coordonnée sur le ruban de bitume encore malléable. Les rouleaux compresseurs en acier lisse écrasent les premières irrégularités pour fermer la structure du mélange. Immédiatement après, les compacteurs équipés de pneus en caoutchouc interviennent pour sceller la surface par un effet de pétrissage technique. Le passage de ces masses de plusieurs dizaines de tonnes garantit la densité finale requise pour la circulation. Le flux de production s'achève sur cette stabilisation thermique et mécanique. 82 degrés Celsius, c'est la température critique précise en dessous de laquelle la masse d'asphalte ne doit jamais descendre lors de sa mise en œuvre. Pourquoi cet impératif thermique est-il le pilier de toute la construction routière? On pourrait supposer que le matériau reste malléable même en refroidissant légèrement. Mais en réalité, ce seuil thermique représente le point de non-retour au-delà duquel le liant perd ses propriétés de cohésion. Si le compactage est tenté sur un mélange trop froid, les granulats refusent de s'unir, provoquant une fragmentation immédiate de la structure en morceaux inutilisables. Mais ce n'est que le début. On voit comment les rouleaux compresseurs lissent la surface avec une pression constante alors que la vapeur s'échappe encore du mélange sombre. Lorsque l'équipe parvient à finaliser le lissage dans la fenêtre thermique requise, une transformation physique majeure s'opère en quelques heures seulement. La masse visqueuse et brûlante se fige pour devenir une roche artificielle d'une solidité extrême. Cette structure est désormais capable d'encaisser le passage de millions de tonnes de trafic lourd durant plusieurs décennies sans faillir. La suite devient plus complexe. 20 ans de service continu finissent par marquer les superstructures les plus résistantes par l'usure et les fissures. À première vue, une route dégradée semble être un déchet industriel massif qu'il faudrait évacuer. Mais en réalité, le bitume possède une caractéristique unique dans le monde de l'ingénierie. Sa capacité de régénération est virtuellement infinie. Ce matériau ne meurt jamais vraiment, car il peut être réutilisé sans perdre ses propriétés chimiques fondamentales. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'équipement sépare progressivement l'ancienne chaussée par une méthode de scarification intense. Des fraiseuses géantes, dont les tambours rotatifs sont armés de dents en carbure de tungstène, déchirent la surface dégradée avec une force hydraulique colossale. On remarque comment la vieille route est instantanément broyée en petits fragments au passage de la machine. Ce matériau récupéré est officiellement nommé revêtement asphaltique recyclé, ou plus techniquement le râpé. Tout se complique encore. Des convois de camions transportent ces agrégats de récupération vers l'unité de production centrale pour une remise en état. Là, des concasseurs à percussion tournant à une vitesse de 1800 rotations par minute pulvérisent les blocs de pierre anciennes et le bitume durci. La poussière retombe lentement dans les tambours rotatifs où le mélange est chauffé une nouvelle fois. Le processus ne s'arrête pas à cette étape. Des agents chimiques rejuvénateurs sont injectés avec une précision millimétrique dans le tambour de mélange, complété par une fraction d'asphalte neuf pour stabiliser l'ensemble. On peut remarquer que les composants initiaux, comme la poudre de caoutchouc issue des vieux pneus, restent intégrés à la matière et retournent directement sur le réseau routier. Le cycle industriel se referme ainsi sur lui-même, transformant la fin de vie d'une voie de circulation en la fondation directe de la suivante. La matière s'en va plus loin le long de la chaîne, prête pour un nouveau cycle d'utilisation. 800 millions de pneus usés forment des montagnes de déchets dans les décharges du monde entier. Mais leur transformation en route offre une issue technique à cette accumulation. Le traitement ultérieur ne fera que renforcer sa qualité et sa longévité. 10 000 pneus par kilomètre.
c'est précisément la quantité de caoutchouc recyclé qui se trouve désormais intégrée sous la surface noire et silencieuse des routes modernes. Ces matériaux ne constituent plus des déchets encombrants, mais agissent comme un muscle structurel soutenant les flux de l'économie mondiale. L'incorporation de ces polymères permet de concevoir des chaussées capables de réduire les nuisances sonores de 6 décibels, tout en offrant une résistance accrue aux fissures thermiques. On peut remarquer comment la texture de l'asphalte modifié absorbe les vibrations des véhicules lourds. Mais ce n'est que le début. Pourquoi l'utilisation de pneus usagés change-t-elle la durabilité des infrastructures? À première vue, le mélange semble être une simple gestion de rebut, mais en réalité, la composition chimique du caoutchouc renforce la liaison bitumineuse face aux variations de température extrêmes. Cette technologie transforme des ressources latentes en composants techniques de haute performance, bouclant ainsi le cycle de vie industriel de manière intégrale. Tout se complique encore lorsque l'on observe l'échelle des réseaux mondiaux. 60 millions de kilomètres, telle est la longueur totale des câbles électriques qui ceinturent actuellement la planète entière. Cette quantité monumentale de conducteurs représente une distance suffisante pour effectuer 1500 fois le tour de la circonférence terrestre. Un simple fil métallique, dissimulé derrière les cloisons des habitations, supporte des flux énergétiques capables d'alimenter des métropoles complètes sans subir de défaillance structurelle ou de fusion. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Comment un conducteur de faible section peut-il résister à de telles charges thermiques sans se désintégrer? La réponse réside dans une suite d'opérations impliquant des pressions mécaniques extrêmes et une précision de l'ordre microscopique. Pour générer cette conductivité, il est nécessaire de descendre initialement dans les profondeurs de la croûte terrestre. La genèse de chaque câble électrique ne se situe pas dans l'environnement aseptisé d'un laboratoire, mais dans le chaos mécanique d'une mine à ciel ouvert. Passage au niveau suivant. Le sol tremble sous l'action constante des engins, marquant le rythme des opérations industrielles de grande envergure. Dans les vastes gisements de cuivre et de bauxite qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, des machines titaniques retirent les couches sédimentaires pour atteindre le minerai brut. On voit comment les excavatrices déplacent des volumes de roches comparables à des montagnes pour extraire les métaux nécessaires à la transmission de l'énergie. L'équipement sépare progressivement la terre stérile de la roche riche en minéraux essentiels. L'ingénierie humaine livre ici une bataille constante contre la structure géologique du sol pour libérer les ressources emprisonnées. Les foreuses pénètrent la roche dure sur des dizaines de mètres afin de préparer les parois pour les phases de fragmentation ultérieures. La suite devient plus complexe avec la transformation de ces blocs bruts en conducteurs d'une pureté absolue. La matière quitte la zone d'extraction, passant à un stade de traitement plus intensif. Des dizaines de puits profonds sont forés dans la roche solide par des brocas industriels de haute précision. Pourquoi une telle préparation est-elle nécessaire avant même la moindre explosion? On pourrait imaginer que la puissance brute de la détonation suffit à tout briser. Mais sans ces forages calculés, l'énergie se dissiperait sans fragmenter le gisement de manière exploitable. Les charges détonantes remplissent chaque cavité cylindrique jusqu'à saturation, avant que le signal de mise à feu ne soit transmis. Le sol se fend violemment sous la force de l'onde de choc millimétrée. Des milliers de tonnes de roches se fracturent en un instant, projetant une nuvème de poussière dense qui s'élève et recouvre progressivement la ligne d'horizon. On voit comment la structure géologique s'effondre pour libérer le cuivre et l'aluminium après un sommeil de plusieurs millions d'années. Mais ce n'est que le début. 3 étages de hauteur caractérisent les pelles hydrauliques qui s'avancent maintenant sur les décombres de la mine. À première vue, leur déplacement semble lourd, mais en réalité, leurs bras articulés manœuvrent avec une fluidité hydraulique constante. Leurs godets possèdent un volume si massif qu'ils pourraient soulever un véhicule de tourisme sans le moindre effort mécanique apparent. La suite devient plus complexe. L'équipement sépare progressivement les blocs de minerais pour alimenter une flotte de camions de transport aux dimensions hors normes. On peut remarquer que chaque pneu de ces véhicules mesure 2 fois la taille d'un être humain adulte. Ces machines transportent plusieurs centaines de tonnes de matière brute en une seule rotation, le long des pistes de la carrière. Tout se complique encore. Les moteurs de forte puissance propulsent ces charges vers les unités de concassage primaires situées en périphérie du site.
L'équipement reçoit des blocs de roche dont la taille équivaut à celle d'un canapé domestique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Sous la pression des mâchoires métalliques, ces masses rocheuses sont écrasées instantanément, comme s'il s'agissait de simples morceaux de sucre. Le métal et la pierre se fragmentent en morceaux de plus petite taille, facilitant leur acheminement sur les tapis roulants. La poussière retombe lentement autour des concasseurs alors que le flux de matière est dirigé vers la phase suivante de traitement. Le minerai ainsi réduit quitte la zone de broyage pour poursuivre son cheminement technique. 950 degrés Celsius, c'est la température minimale nécessaire pour que la roche brute commence enfin à céder sa structure interne. Ce que l'on extrait initialement des gisements n'est qu'un amalgame de pierres sales et de poussières inertes. Pourquoi soumettre ces matériaux à un tel traitement thermique et chimique après leur extraction? On pourrait croire que le concassage mécanique suffit à libérer le métal. Mais sans le passage par l'enfer thermique de la fonderie, le minerai resterait prisonnier de sa gangue minérale, incapable de conduire la moindre charge électrique. La brutalidad mécanique de la mine s'efface devant des fourneaux industriels dont la chaleur pourrait faire fondre les structures d'acier les plus solides. Dans le cas spécifique de l'aluminium, le processus se transforme en une véritable bataille chimique à haute intensité. Le matériau brut, tiré de la bauxite, est immergé dans des cellules de réduction électrolytique de grande dimension. On peut remarquer comment des courants électriques d'une intensité colossale traversent les cuves de traitement. Mais ce n'est que le début. Cette énergie électrique est si puissante qu'elle détruirait instantanément n'importe quel système domestique standard. Elle agit physiquement pour déchirer les liaisons chimiques qui maintiennent l'aluminium lié à l'oxygène. À l'intérieur des cellules, la température atteint précisément 1742 degrés Fahrenheit. Dans cette chaleur insupportable pour tout organisme, la roche se rend et se liquéfie totalement. La suite devient plus complexe. On voit comment l'aluminium pur se sépare des résidus pour s'accumuler au fond du réservoir. Il goûte lentement, formant un liquide argenté et brillant qui s'écoule avec une fluidité surprenante. Ce flux de métal en fusion se déplace comme un fleuve de matière incandescente vers les zones de collecte. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Pour le cuivre, le traitement impose une rigueur technologique encore plus stricte. Le métal passe par des bains électrolytiques successifs où l'électricité joue le rôle d'un filtre microscopique agissant à l'échelle atomique. Ce système arrache chaque particule d'impureté résiduelle jusqu'à ce que le cuivre atteigne un taux de pureté de 99,9%. Toute valeur inférieure à ce seuil est systématiquement rejetée par les capteurs de contrôle de l'usine. Une seule particule étrangère suffirait à compromettre la conductivité finale. Tout se complique encore lors de la vérification finale de la structure moléculaire. L'équipement sépare progressivement les derniers éléments indésirables qui flottent à la surface du bas. La précision du filtrage garantit que le métal pourra remplir ses fonctions techniques les plus exigeantes sans défaillance. Le métal est prêt pour la coulée, où il prendra forme. 130 tonnes de métal en fusion sont déversées dans des moules d'acier, mais cette masse incandescente ne peut pas refroidir de manière aléatoire. Pourquoi le contrôle thermique est-il aussi crucial dès l'apparition des premières structures solides? À première vue, laisser le métal reposer semble suffisant, mais en réalité, un refroidissement non maîtrisé créerait des fissures internes fatales. Des systèmes de refroidissement forcé projettent des jets d'eau pressurisés contre les parois des moules, provoquant le durcissement instantané de la couche externe pendant que le noyau demeure malléable et brûlant. On peut remarquer comment la surface du métal se fige sous l'impact de l'eau, passant d'un jaune vif à un gris sombre en quelques secondes. Mais ce n'est que le début. Le processus génère des lingots massifs, des blocs de métal dense qui irradient une lumière rouge-orangée persistante. Pourtant, une telle masse brute est incapable de transporter la moindre charge électrique vers une habitation. Elle nécessite une transformation physique radicale où elle sera écrasée et étirée bien au-delà de ses limites structurelles initiales. Le lingot brûlant s'engage maintenant sur la ligne de laminage sous la poussée de convoyeurs mécaniques. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'équipement applique une pression de plusieurs centaines de tonnes à travers des cylindres d'acier trempé qui tournent en opposition. On voit comment le métal subit une déformation plastique extrême alors qu'il est forcé de traverser ces rouleaux tournant à haute fréquence. Le bloc court et épais se transforme progressivement en une tige allongée, appelée vergalon,
dont le diamètre atteint environ 8 mm. 8 mm, c'est une dimension encore bien trop importante pour les besoins de la connectivité moderne. La suite devient plus complexe. Pour obtenir les brins microscopiques qui constituent un câble technologique, la matière entre dans la phase de treufilage. Ici, l'ingénierie atteint une précision quasi invisible à l'œil nu. On peut remarquer la finesse des filières, ces orifices calibrés souvent composés de diamants industriels, à travers lesquels le métal est tiré avec une force constante. Tout se complique encore lors du passage dans les séries successives de trous de plus en plus étroits. La vitesse sur la ligne de production devient hallucinante, atteignant des dizaines de kilomètres par heure. Le métal s'allonge de manière ininterrompue, devenant parfaitement cylindrique alors que sa section diminue. D'une tige de métal robuste, la matière se métamorphose en un fil dont la finesse surpasse celle d'un cheveu humain. C'est une opération de violence mécanique parfaitement contrôlée qui s'achève ici. Le flux de fil ainsi calibré quitte la zone de traction pour rejoindre les bobines de stockage. Un millième de pouce, c'est la variation infime de diamètre que les capteurs laser sont capables d'identifier instantanément pour corriger la trajectoire du système. Le résultat de cette précision chirurgicale est un fil métallique d'une brillance extrême dont la surface lisse rappelle la réflexion d'un miroir. Mais ce n'est que le début. On peut remarquer une tension invisible logée au cœur de la matière après ce processus de transformation. Pourquoi le métal se comporterait-il comme du verre s'il était plié à ce stade précis? À première vue, le fil semble parfait, mais en réalité, sa structure interne est devenue rigide et extrêmement fragile après avoir été étirée et forcée à travers les filières en diamant. L'équipement sépare progressivement les fils pour les diriger vers des chambres de recuit spécialisées afin de soigner cette rigidité structurelle. La suite devient plus complexe. Dans ces fours hermétiquement scellés, l'oxygène est totalement évacué par des pompes à vide pour empêcher toute oxydation ou tache sur la surface du cuivre ou de l'aluminium. On voit comment la température s'élève de manière contrôlée jusqu'à atteindre environ 600 degrés Fahrenheit. Cette chaleur n'est pas suffisante pour provoquer la fusion du métal, mais elle possède la valeur exacte requise pour permettre aux atomes de se relâcher. Tout se complique encore. La structure cristalline, qui a subi des distorsions et des étirements sévères lors de l'étape de treufilage, commence à se réaligner de façon ordonnée. La rigidité disparaît tandis que les tensions internes s'évaporent sous l'effet de l'agitation thermique. Le fil ressort de l'autre côté de l'installation avec une apparence identique, mais ses propriétés physiques ont subi un changement fondamental. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Là où la matière se brisait auparavant sous la moindre contrainte, elle est désormais devenue malléable et d'une grande souplesse. On peut maintenant plier, tordre et enrouler le conducteur sans aucun risque de rupture ou de fissure structurelle. Cette transformation est totalement invisible à l'œil nu, mais elle demeure vitale pour l'intégrité du produit final. Sans ce traitement thermique spécifique, aucun câble électrique sur la planète ne pourrait remplir sa fonction technique. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Une fois que les fils sont devenus flexibles et exempts de défauts, il est nécessaire de les transformer en une entité plus résistante que la simple somme de ses composants individuels. Le tressage représente l'un des moments les plus précis de toute l'activité industrielle métallurgique. Un fil unique et fin reste un élément fragile face aux agressions mécaniques extérieures. Cependant, si l'on unit des dizaines de ces brins, on crée une corde métallique dotée d'une résistance à la traction incroyable. Passage au niveau suivant. L'équipement prend ici la forme d'une machine massive, comparable par ses dimensions à un wagon de chemin de fer, chargé de centaines de bobines de fils étincelants. Lorsque le moteur s'enclenche, les bras mécaniques entament une rotation rapide, coordonnant le mouvement de chaque bobine avec une synchronisation parfaite. Les fils s'entrelacent selon un angle constant, formant une structure géométrique régulière qui se déplace le long de l'axe central. Le flux métallique s'en va plus loin le long de la chaîne de production. Des dizaines de bobines tournent en cercle parfait, engendrant un tourbillon argenté qui semble flotter dans l'espace de l'atelier. Pourquoi la trajectoire de chaque fil est-elle si rigoureusement alignée vers le nez de la machine? On pourrait croire que la torsion est un simple enchevêtrement mécanique, mais en réalité, chaque fil individuel est attiré vers un point central unique avec une force constante. Sans cette convergence millimétrée, la structure interne du conducteur perdrait sa symétrie,
rendant le transport de l'énergie instable et inefficace. Les fils se torsadent les uns sur les autres, suivant une géométrie absolue. Les ingénieurs déterminent l'angle exact de cette spirale par des calculs complexes, car la viabilité du câble en dépend. Une torsion trop serrée provoquerait une rigidité excessive, tout en consommant une quantité inutile de métal précieux. À l'inverse, si l'angle est trop lâche, le câble risque de se désagréger lors des manipulations sur le terrain. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Tout se déroule dans un flou de mouvements rapides où le bruit se transforme en un bourdonnement rythmique permanent. Des capteurs électroniques surveillent sans relâche la tension de chaque brin métallique. Si un seul élément, même plus fin qu'un cheveu humain, vient à se rompre au cœur de ce mouvement circulaire, le système commande un arrêt instantané de la ligne de production. La précision technique est ici la seule norme tolérée pour garantir l'intégrité du produit final. On peut remarquer comment ce qui émerge à la sortie n'est plus un simple faisceau de fils désordonnés. L'équipement transforme la matière en un conducteur unifié, possédant la flexibilité d'une corde de chanvre et la résistance mécanique d'une barre d'acier solide. Ce profilé est désormais capable de supporter les charges électriques nécessaires aux infrastructures modernes. Mais ce n'est que le début. À ce stade précis du processus, le métal nu reste extrêmement dangereux et nécessite une protection vitale. Le conducteur pénètre maintenant dans la ligne d'extrusion pour recevoir son enveloppe protectrice. À première vue, l'ajout d'une couche plastique semble être une étape de finition mineure, mais en réalité, c'est cette armure qui détermine la sécurité de l'installation. Dans d'immenses silos argentés, des tonnes de granules de polychlorure de vinyle ou de polyéthylène spécial attendent d'être transformées. Ces petites billes polymères, souvent blanches ou translucides, sont aspirées vers une unité de chauffe à haute pression. Le plastique est porté à haute température jusqu'à atteindre l'état d'une pâte visqueuse parfaitement homogène. Le fil métallique traverse le centre d'une tête d'extrusion en acier trempé, pendant que le polymère en fusion est injecté radialement tout autour de sa surface. On voit comment la matière plastique entoure le noyau avec une précision qui se mesure en micromètres, formant une couche isolante continue. La suite devient plus complexe. L'équipement assure que la couche de protection plastique est appliquée de manière constante et uniforme sur toute la longueur du trajet. Cette épaisseur de polymère est rigoureusement contrôlée pour éviter toute porosité ou amincissement qui pourrait compromettre l'isolation électrique. La gaine protectrice se solidifie progressivement autour du métal, créant une barrière hermétique contre les agressions extérieures. La matière quitte la zone de chauffe, passant à un stade apaisé. 150% de tension supplémentaire. C'est la charge électrique précise que les ingénieurs injectent dans le câble pour éprouver sa résistance initiale. Pourquoi une telle intensidade est-elle nécessaire alors que le produit semble déjà terminé ? On pourrait penser que l'inspection visuelle suffit à valider la qualité de l'isolant. Mais en réalité, la moindre variation d'épaisseur du plastique d'un côté par rapport à l'autre crée un point de vulnérabilité où l'électricité peut s'échapper, provoquant des incendies ou des pannes structurelles majeures. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Dès que le polymère chauffé entre en contact avec l'âme métallique, le conducteur plonge immédiatement dans un long bassin rempli d'eau froide. On voit comment le choc thermique agit instantanément sur la matière. Le plastique durcit sous l'effet du froid, verrouillant sa structure cylindrique de manière définitive pendant que le câble défile dans la rigole. Mais ce n'est que le début, car les exigences augmentent pour les infrastructures urbaines. Les câbles destinés à être enfouis sous les chaussées des métropoles nécessitent une protection bien plus complexe qu'une simple gaine unique. Ils reçoivent des couches de blindage supplémentaires, composées de gaines épaisses et de barrières chimiques capables de résister aux hydrocarbures, aux huiles et même aux attaques physiques des rongeurs. Tout se complique encore pour les liaisons transocéaniques. Certains câbles sous-marins sont enveloppés dans des armures d'acier massif pour supporter la pression hydrostatique écrasante des abysses. L'équipement sépare progressivement les étapes de tressage des fils d'acier autour du noyau central. Le résultat final présente l'apparence d'un produit indestructible, mais l'usine ne se repose jamais sur cette impression visuelle. La suite devient mais complexe.
Avant qu'un seul mètre de conducteur ne soit autorisé à quitter le site de production, il doit franchir les étapes rigoureuses du laboratoire de contrôle de qualité. Les enjeux techniques sont ici cruciaux, car une défaillance ne se limite pas à une simple coupure de courant domestique. Elle peut entraîner la paralysie d'un complexe hospitalier ou le départ d'un incendie dans un gratte-ciel. On peut remarquer comment les ingénieurs connectent les extrémités pour le test de haute tension. Ils injectent une puissance électrique largement supérieure aux conditions normales d'utilisation. Ils traquent la moindre fuite de courant ou la plus petite faiblesse structurelle de l'isolant. Cette procédure s'apparente à une tentative de gonfler un ballon jusqu'à ses limites extrêmes pour vérifier sa robustesse. Si le matériau présente une porosité, la rupture se produit ici, dans l'environnement sécurisé du centre d'essai. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Des machines hydrauliques saisissent des échantillons pour les étirer jusqu'à leur point de rupture physique, garantissant que le métal et le polymère restent parfaitement solidaires sous la contrainte mécanique. On voit comment les fragments sont ensuite placés dans des chambres de combustion pour évaluer la réaction des composants face aux flammes directes. L'objectif est de vérifier si l'isolation conserve son intégrité ou si elle se liquéfie sous la chaleur. Le processus de vérification s'étend aux conditions climatiques extrêmes. D'autres sections de câbles sont soumises à une congélation profonde pour s'assurer que le revêtement ne se fissure pas lors des hivers les plus rigoureux. Parallèlement, des systèmes laser balayent la surface externe à haute fréquence pour détecter des micro-imperfections totalement invisibles à l'œil humain. Tout se termine par l'intervention de la technologie d'imagerie avancée, où des rayons X scrutent la géométrie interne du câble pour confirmer l'alignement parfait des composants. La matière subit ses ultimes diagnostics avant de clore le cycle de fabrication. Le flux de production atteint ainsi son niveau de conformité totale pour les réseaux de distribution. Seul le câble ayant survécu à l'intégralité de ces épreuves reçoit le cachet d'approbation finale. Pourquoi un tel niveau d'exigence pour un simple conducteur électrique ? On pourrait penser qu'une inspection visuelle suffit après la production. Mais sans ces tests de résistance extrême, la moindre micro-fissure dans l'isolant provoquerait un court-circuit catastrophique une fois le câble enterré sous des tonnes de béton. C'est ainsi que la fiabilité est garantie avant que le produit fini ne soit enroulé sur d'énormes bobines de bois ou d'acier. Chaque cartel est pesé avec précision sur des balances industrielles, puis étiqueté et préparé pour l'expédition vers les centres logistiques. Les bobines sont ensuite empilées dans de vastes parcs de stockage, ressemblant à des pièces de monnaie géantes appartenant à une civilisation de titans. On peut remarquer comment les chariots élévateurs déplacent ces masses circulaires vers les zones de chargement. La suite devient plus complexe. Ces câbles sont destinés à être déroulés dans des tranchées profondes, le long de poteaux haute tension ou à l'intérieur des parois des bâtiments aux quatre coins du globe. 60 millions de kilomètres de câbles sont produits pour répondre à la demande mondiale. Cette industrie globale génère chaque année un chiffre d'affaires colossal de 200 milliards de dollars. On voit comment les flux de matières premières se transforment en un réseau de distribution tentaculaire. Mais ce n'est que le début. Le fil dissimulé derrière une paroi n'est pas qu'un simple assemblage de plastique et de métal. Il s'agit d'un véritable survivant industriel, ayant subi des transformations physiques radicales. Ce conducteur est né d'une détonation contrôlée dans une mine de cuivre, avant d'être liquéfié dans un enfer chimique à haute température. L'équipement sépare progressivement le métal pur des impuretés lors de la fusion. Tout se complique encore. Le cuivre a été étiré à travers des filières en diamant, chauffé pour sa polymérisation, puis tressé dans un vortex mécanique avant d'être éprouvé par le feu et des décharges de haute tension. Ces câbles constituent les artères invisibles de la structure urbaine moderne. Sans leur présence et leur fonctionnement continu, le cœur des cités cesserait de battre instantanément. L'équipement technique nécessaire à leur fabrication représente l'une des prouesses de l'ingénierie les plus sous-estimées de l'histoire. Passage au niveau suivant. Chaque impulsion électrique est le résultat d'un processus industriel lourd et précis. 90 milliards de dollars sont générés par l'Australie en nourrissant une partie de la population mondiale. Mais le pays fait face à un effondrement invisible de ses ressources. Son sol fertile se transforme progressivement en une fine poussière rouge sous l'effet de l'érosion. 4 millions d'hectares de terres productives disparaissent chaque année, emportés par des courants venteux incessants.
on peut remarquer la couche arable qui se soulève et se disperse dans l'atmosphère. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que la technologie conventionnelle échoue à stopper ce phénomène. La solution est apparue là où personne ne l'attendait, au milieu de montagnes de déchets organiques accumulés dans les exploitations agricoles. À première vue, la laine sale et dégradée semble être un fardeau inutile pour les éleveurs. Mais en réalité, elle est devenue l'unique bouclier capable d'empêcher la désertification totale d'un continent. La structure fibreuse de ce rebut permet de fixer le sol et de retenir l'humidité là où les machines ont échoué. 427 millions d'hectares composent l'immensité du territoire australien. C'est une échelle géographique qu'il est difficile de concevoir sans observer les cartes topographiques de la région. Durant plusieurs générations, cet espace a fonctionné comme le grenier du Sud, agissant telle une machine agricole à haut rendement. La matière organique est désormais réintégrée dans le cycle pour stabiliser les surfaces cultivables. Le flux de ressources quitte les zones de stockage pour rejoindre les champs de transformation. 60% de la matière organique originelle se sont volatilisés des sols australiens après des décennies d'exploitation intensive. Pourquoi une telle dégradation physique se produit-elle sur un territoire aussi vaste ? On pourrait croire que la Terre est une ressource inépuisable capable de se régénérer d'elle-même entre deux saisons de récolte. Mais en réalité, le carbone organique agit comme le liant structurel indispensable à la cohésion des particules terreuses, et son absence transforme les plaines fertiles en une poussière instable et stérile. Ce n'est que le début d'un effondrement systémique qui touche désormais les fondations mêmes de l'agriculture nationale. La Terre perd sa capacité de rétention hydrique et ne se comporte plus comme une éponge naturelle. On voit comment les sols de la Nouvelle-Galles du Sud ont vu leur vitalidad chuter de manière drastique sur une période de seulement 14 années. Sans cette colle biologique, la structure granulaire s'effondre totalement. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque les cycles de sécheresse s'installent durablement sur le continent. 1800 kg de terre arable sont arrachés par le vent sur chaque hectare chaque année, dans les zones les plus exposées. On peut remarquer comment les tempêtes de poussière déplacent des volumes massifs de sédiments fertiles pour les rejeter directement dans l'océan. La suite devient plus complexe, car cette érosion éolienne vide littéralement les réserves nutritives du pays. 6 millions d'hectares se trouvent actuellement dans une zone critique classée comme présentant un risque d'érosion extrême par les services géologiques. 3 200 000 hectares supplémentaires subissent les effets destructeurs de la dégradation par l'eau. Mais ce n'est pas encore la limite de cette crise structurelle. À Queensland, le sol est devenu si compact et sec qu'il se fissure profondément, perdant toute aptitude à absorber la moindre précipitation. Des familles entières abandonnent des exploitations transmises depuis plusieurs générations, car la couche arable est désormais considérée comme morte biologiquement. L'équipement de production et les infrastructures agricoles, dont la valeur s'élève à plusieurs milliards de dollars, reposent désormais sur une base qui s'effrite en poussière. Tout se complique encore lorsque l'on observe la situation économique des régions rurales. Le pays nécessite une intervention technique immédiate pour stopper cette hémorragie de nutriments qui fragilise la sécurité alimentaire. On peut remarquer un contraste saisissant entre cette terre affamée et les surplus produits par d'autres secteurs. L'industrie de la laine, autrefois pilier de l'économie nationale, se retrouve paradoxalement confrontée à ses propres limites de stockage. L'Australie dominait le marché mondial grâce à la qualité exceptionnelle de ses moutons mérinos, dont la toison était comparée à de l'or pur. Le processus de transformation de ces fibres de luxe constituait la richesse historique du territoire. La matière première s'accumule dans les hangars, alors que les pâturages s'épuisent inexorablement. Le flux de production s'oriente maintenant vers une nécessaire restructuration pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. 200 000 tonnes de laine de faible qualité s'accumulent désormais chaque année dans les exploitations agricoles australiennes, créant un excédent sans précédent. Pourquoi cette matière organique autrefois précieuse est-elle devenue un fardeau logistique pour les producteurs ? À première vue, la tonte annuelle semble être un acte de récolte habituel, mais en réalité, l'effondrement des prix de la laine brute a transformé ce sous-produit en un déchet encombrant. Le marché mondial a subi des mutations structurelles profondes, entraînant une chute drastique de la demande qui a provoqué l'arrêt des routes commerciales traditionnelles et la fermeture de nombreuses unités de transformation.
Les prévisions pour l'année 2024 indiquent une baisse de la production de 12%, mais cette réduction ne résout pas le problème des stocks existants. On peut remarquer que les moutons continuent de produire leur toison indépendamment des fluctuations boursières, ce qui engendre une accumulation constante de matières fibreuses. La suite devient plus complexe. Cette substance n'est pas la fibre fine destinée à l'industrie textile haut de gamme, mais une laine courte, sale et saturée de débris végétaux. L'élimination de ce matériau représente un coût financier insupportable pour les agriculteurs. Il est impossible de brûler ces volumes facilement et les réglementations environnementales interdisent l'enfouissement sauvage sur les terres agricoles. Tout se complique encore. La laine est une structure biologique extrêmement tenace qui nécessite entre 3 et 5 ans pour entamer un processus de décomposition naturelle complète. On voit comment des piles gigantesques de protéines complexes pourrissent lentement sous l'effet alterné du rayonnement solaire et des précipitations. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans sa dimension problématique. Alors que les sols environnants souffrent d'une carence en nutriments et d'une dégradation de leur structure physique, ces montagnes de fibres sont considérées comme une charge toxique. On peut observer la stagnation de cette biomasse qui occupe des surfaces de terre fertiles de plus en plus vastes. Ce cycle de perte était jusqu'alors double, combinant les frais de stockage de ce qui est perçu comme un déchet et la dégradation des sols par l'érosion. Le passage au niveau suivant de compréhension est né d'un changement de perspective radical. Il semble évident qu'il n'existait aucun lien technique entre le problème des déchets laineux et la santé des sols appauvris. Mais en réalité, la solution résidait dans l'analyse de la structure microscopique d'une seule fibre individuelle plutôt que dans l'observation de la pile de rebut. L'équipement scientifique a permis de mettre en lumière des propriétés physiques insoupçonnées au cœur de la kératine. Le flux de réflexion s'est alors déplacé de la gestion des stocks vers l'ingénierie des matériaux. La matière quitte doucement son statut de déchet pour entrer dans une phase d'étude technique approfondie. 100% biologique, la laine résiduelle a cessé d'être considérée par les scientifiques comme un simple déchet textile pour devenir un sujet d'étude biotechnologique majeur. Pourquoi les chercheurs ont-ils soudainement porté leur attention sur cette matière organique sous un microscope de haute précision? On pourrait supposer que ses propriétés mécaniques sont identiques à celles d'autres fibres naturelles. Mais en réalité, l'observation microscopique révèle une architecture complexe, composée d'écailles de kératine, qui se chevauchent avec la régularité des tuiles d'une toiture industrielle. Ce dispositif naturel ne se contente pas de protéger la fibre. Il agit comme un système de vannes intelligentes, régulant les flux de fluide. L'équipement de mesure montre que ces écailles permettent à chaque brin d'absorber une quantité massive d'humidité. On voit comment la fibre se gorge de liquide jusqu'à retenir entre 1,5 et 2 fois son propre poids en eau. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe car, en absorbant cette humidité, la laine subit une transformation physique par gonflement. Ce changement de volume génère une action mécanique directe sur l'environnement immédiat. Dans le sol, ce gonflement crée un phénomène vital de micro-expansion qui ouvre des poches d'air invisibles à l'œil nu. On peut remarquer comment la structure du sol se modifie, créant un réseau de canaux microscopiques là où la terre était autrefois compactée. La terre australienne, souvent suffoquée par une densité excessive, trouve ici un moyen de respirer à nouveau sans l'intervention d'arados mécaniques lourds. Tout se complique encore lorsque l'on analyse l'apport passif d'oxygène dans les couches souterraines profondes. Les ingénieurs ont mené des tests initiaux dans la région de Nouvelle-Galles du Sud avec des résultats qualifiés de stupéfiants. Une fine couche de cette laine, jusque-là jugée sans valeur commerciale, a été répandue sur des surfaces de sol dégradées. Les capteurs de terrain ont alors commencé à enregistrer des données thermiques et hydriques qui semblaient techniquement impossibles. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque les relevés confirment une chute drastique de l'évaporation de surface. L'évaporation, facteur critique dans les climats arides, a diminué de 35% sur les zones traitées. Au lieu de se vaporiser sous l'effet de l'atmosphère brûlante, l'eau reste prisonnière des fibres de laine qui agissent comme un bouclier thermique. On voit comment l'humidité est physiquement stockée dans le sol, protégée par la barrière organique des fibres entrelacées. Le passage au niveau suivant se manifeste par une régénération biologique fulgurante des zones ciblées. La vie microbienne a immédiatement colonisé ces nouveaux habitats humides et aérés.
La densité des microbes dans le sol, véritables architectes de la fertilité terrestre, a augmenté de manière exponentielle dès l'installation de la laine. L'équipement de détection montre une activité biologique intense là où le sol était auparavant stérile et inerte. Les fibres se dégradent lentement tout en maintenant une structure aérée propice au développement des racines. La matière organique fusionne ainsi avec la terre, transformant un déchet industriel en un levier de restauration écologique. L'acier des machines agricoles n'est plus nécessaire pour fragmenter la croûte terrestre lorsque la biologie opère cette transition de manière autonome. Le flux de nutriments et d'eau s'équilibre désormais naturellement au sein de cette nouvelle matrice. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la réhabilitation des sols par les matériaux biosourcés. Des dizaines de mois durant, la laine n'a pas seulement retenu l'humidité, elle a littéralement alimenté un écosystème complet. Dans les champs expérimentaux du Queensland, des terres qui présentaient autrefois la rigidité d'un béton rouge ont commencé à s'assouplir sous l'effet de la matière organique. Pourquoi cette métamorphose radicale de la structure du sol s'est-elle produite? On pourrait penser qu'un simple apport d'eau suffirait à revitaliser une parcelle aride. Mais sans la présence de la fibre naturelle, l'eau s'évapore instantanément, laissant la terre stérile et compacte. La couleur du terrain a viré vers des teintes plus sombres, la texture est devenue friable et la vie microbienne a repris ses droits de manière visible. Mais ce n'est que le début. À première vue, l'épandage de fibres naturelles semble simple, mais en réalité, l'utilisation de la laine brute pose un problème logistique majeur. On ne peut pas se contenter de jeter des touffes de laine non traitées sur un champ, en espérant des résultats parfaitement homogènes. La matière s'en mêle, les fibres s'envolent au moindre coup de vent, et les mécanismes des épandeurs finissent par s'obstruer systématiquement. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Pour porter cette solution à l'échelle d'une exploitation agricole, la nature doit être canalisée par les outils de l'industrie. La suite devient plus complexe. L'équipement sépare progressivement les impuretés, tandis que la laine sale et emmêlée est collectée pour être projetée dans de puissants broyeurs industriels. Des lames d'acier à haute résistance déchirent les fibres avec une cadence régulière, réduisant des montagnes de déchets en une poudre grossière et uniforme. Tout se complique encore. On voit comment les rotors de la machine transforment la masse informe en une matière première, prête pour l'étape suivante de la chaîne. Le secret de la transformation réside dans l'application d'une contrainte physique extrême. Ce matériau broyé est forcé à travers des matrices d'acier sous une pression immense et une chaleur contrôlée par les capteurs thermiques. On peut remarquer comment la matière ressort non pas sous forme de tissu, mais sous l'aspect d'un pellet cylindrique, dense et sec. Passage au niveau suivant. Le pellet de laine est désormais né, fruit d'une compression mécanique rigoureuse. Chaque petit granulé fonctionne comme une véritable batterie biologique pour le stockage de l'eau. Lorsqu'il est enterré dans un sol sec, le pellet reste dans un état de dormance totale, sans réaction chimique apparente. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Dès que la pluie tombe ou que les vannes de l'irrigation s'ouvrent, le granulé se réveille brusquement sous l'effet de l'hydratation. Il s'expanse alors de manière significative, absorbant le liquide avec avidité pour le stocker durablement dans son noyau de kératine. Quand le soleil de l'Australie chauffe la Terre à des températures extrêmes, le pellet opère une inversion de son cycle physique. On voit comment il libère l'eau emprisonnée très lentement, goutte par goutte, en la diffusant directement vers le système racinaire des plantes environnantes. Cela modifie l'intégralité des paramètres de rétention de l'humidité dans les couches arables. L'acier des machines de transformation quitte le contact de la matière et la production de ces granulés stabilise durablement les conditions hydriques du sol. Pour un agriculteur, cette innovation signifie concrètement une réduction de la fréquence d'irrigation, ce qui permet de préserver des ressources en eau de plus en plus précieuses. Pourquoi le comportement de ce matériau est-il si bénéfique pour les sols cultivés? À première vue, il ne s'agit que de petits granulés compressés, mais en réalité, le pellet se décompose très lentement sur une période de plusieurs mois consécutifs. Ce processus de dégradation biologique libère progressivement du nitrogène, de l'enxofre et du carbone directement dans la terre. Mais ce n'est que le début. Contrairement aux engrais chimiques synthétiques qui risquent de brûler les systèmes racinaires fragiles par leur acidité, ces granulés fournissent une nutrition constante, douce et parfaitement régulée.
la métamorphose économique s'avère aussi spectaculaire que les résultats biologiques observés sur le terrain. On voit comment des déchets encombrants, dont l'évacuation représentait auparavant un coût logistique non négligeable, acquièrent soudainement une valeur marchande élevée. À partir d'une tonne de laine résiduelle, les unités de transformation produisent environ 900 kg de pellets de haute performance. La suite devient plus complexe. Le prix de vente de ce produit fini sur le marché mondial atteint désormais une valeur 3 fois supérieure à celle de la laine brute d'origine. 40 nouvelles entreprises ont vu le jour en l'espace d'une seule année dans l'État de Victoria, marquant le lancement d'une véritable course vers cette nouvelle ressource. On peut remarquer le mouvement incessant des broyeurs et des presses qui transforment les rebuts en une matière organique vitale. Cette révolution industrielle ne s'est pourtant pas arrêtée aux frontières de l'Australie. Tout se complique encore. La technologie a traversé l'océan pour trouver une application totalement inattendue sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Dans les régions du Texas et de la Californie, la transition énergétique actuelle recouvre désormais le désert de millions de panneaux solaires photovoltaïques. Ce sont d'immenses étendues de verre et de silicium qui se déploient à perte de vue sous le soleil brûlant. Mais ces centrales électriques à ciel ouvert font face à un obstacle naturel persistant qui est la croissance de l'herbe. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Si la végétation atteint une hauteur excessive, elle projette de l'ombre sur les cellules, bloquant ainsi les rayons solaires et réduisant drastiquement le rendement énergétique de l'installation. Pourquoi les anciennes méthodes d'entretien étaient-elles considérées comme inefficaces et dangereuses? La gestion classique reposait sur l'intervention humaine avec des tondeuses à essence et l'épandage massif d'herbicides chimiques polluants. L'équipement mécanique projetait régulièrement des pierres qui brisaient les surfaces vitrées coûteuses, tandis que la poussière soulevée par les moteurs encrassait les capteurs de précision. C'est ici qu'intervient le concept de pâturage solaire, une symbiose technologique entre le vivant et l'industrie lourde. Les OVLH remplacent désormais les machines thermiques en devenant des outils de coupe autonomes, d'une précision chirurgicale. On voit comment les animaux naviguent avec aisance sous les structures métalliques porteuses sans jamais sectionner les câbles électriques au sol. Elles ne soulèvent aucune poussière minérale et n'émettent aucun gaz d'échappement nocif pour l'environnement immédiat de la centrale. Passage au niveau suivant. L'impact global de cette méthode naturelle est massif sur la gestion des grandes fermes solaires. L'acier et le silicium cohabitent ainsi avec la gestion biologique des sols de manière optimale. 50%, c'est la réduction moyenne de l'évaporation directe de l'eau observée sous les structures photovoltaïques. Pourquoi l'ombre portée par les panneaux solaires est-elle devenue un atout agronomique aussi crucial dans les zones arides? On pourrait supposer que le manque de lumière directe freinerait la photosynthèse et condamnerait la végétation locale. Mais sans l'agression constante des rayons ultraviolets, le sol conserve une humidité précieuse qui permet à l'herbe de croître 2 à 3 fois plus rapidement que dans les zones exposées. Les moutons s'abritent sous ces rangées de silicium pour fuir le soleil abrasador, tout en se nourrissant de cette biomasse abondante. On voit comment les animaux transforment naturellement cette herbe en engrais organique par leur déjection, fertilisant ainsi la terre en continu. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le sol situé sous les panneaux, loin de se transformer en un terrain baldio-stérile et poussiéreux, récupère progressivement sa biodiversité originelle grâce à ce cycle biologique restauré. L'émergence de nouvelles professions spécialisées accompagne cette transformation structurelle, notamment celle d'équipes de pâturage professionnelles de haute précision. Ces techniciens utilisent désormais des logiciels de cartographie avancés pour diriger le mouvement des troupeaux sur des centaines d'hectares. La suite devient plus complexe. Ils garantissent que chaque mètre carré de la centrale solaire est entretenu par les moutons au moment agronomique idéal, évitant ainsi tout risque d'incendie lié aux herbes sèches. Il semble évident que cette pratique n'est qu'une simple méthode d'entretien, mais en réalité, il s'agit de la fusion parfaite entre la haute technologie énergétique et les techniques d'agriculture ancestrale. La trajectoire technique de la laine est une leçon de modestie pour l'ingénierie moderne actuelle. Les ingénieurs cherchaient des solutions chimiques ou mécaniques complexes pour stabiliser les sols dégradés. Tout se complique encore. La réponse se trouvait pourtant dans un sous-produit organique qui se décomposait inutilement dans les exploitations agricoles. Des centaines de tonnes de laine,
autrefois considérés comme des déchets encombrants, voyagent désormais depuis le continent australien épuisé jusqu'au parc solaire technologique du Texas. Ce matériau est devenu un véritable gardien de la structure terrestre sous forme de granulés compressés. On peut remarquer comment ces pellets de laine et ces troupeaux de moutons ne se limitent plus à la production traditionnelle de fibres ou de viande de boucherie. Leur rôle actuel consiste à bâtir un bouclier biologique contre les effets dévastateurs de la sécheresse et de l'érosion éolienne. Cela prouve que dans un système industriel aux ressources finies, la notion de déchet n'est souvent qu'une simple défaillance de l'imagination technique. L'acier des structures solaires et la matière organique collaborent désormais pour protéger durablement les écosystèmes. Le flux de matière quitte ici la sphère du rebut pour rejoindre celle de la régénération active. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la production de l'acier et de la gestion des sols. La matière est prête à passer à la phase suivante de traitement sans hâte. Des millions d'années d'évolution ont permis à la nature de perfectionner des outils microscopiques que l'ingénierie humaine commence à peine à exploiter. Pourquoi chercher à construire des machines toujours plus imposantes quand les structures naturelles offrent déjà des solutions optimales? On constate comment le velours de laine, qui protège traditionnellement le mouton contre les rigueurs du froid, est désormais utilisé comme une armadura isolante, capable de préserver l'équilibre thermique de la planète face au réchauffement. L'équilibre des écosystèmes semble parfois rompu par l'arrivée d'espèces envahissantes. On a longtemps cru que les pitons birmanaises, établies en Floride, étaient des souverains absolus, des unités biologiques dépourvues de tout prédateur naturel dans cet environnement. Mais ce n'est que le début. Rien, ni les dispositifs de capture humaine, ni les mécanismes de régulation environnementale, ne semblaient pouvoir freiner l'expansion de ces spécimens, atteignant régulièrement 5 mètres de longueur. Mais en réalité, la situation a basculé lors d'une inspection dans les profondeurs des Pantanaux, lorsque les techniciens ont découvert les restes de Loki. Ce mâle alpha de 45 livres gisait au sol, le corps brutalement fragmenté et la tête manquante, dissimulé sous une couche uniforme d'aiguilles de pin. Qui possède la puissance mécanique nécessaire pour démanteler un prédateur d'un tel calibre? Cette découverte n'est pas seulement l'élucidation d'un mystère biologique, c'est l'indicateur technique que la nature a engagé une réponse globale contre l'invasion. La suite devient plus complexe. Pour analyser la structure de ce désastre écologique, il est nécessaire de remonter la chronologie de cette ingénierie accidentelle. La Floride s'est transformée, au fil des décennies, en un centre névralgique pour le commerce des animaux exotiques. Mais le véritable point de rupture fut un événement climatique de force brute. En 1992, le Furacan Andrew, une tempête classée en catégorie 5, a frappé la région avec la puissance d'un marteau industriel. L'équipement n'a pas résisté à la pression atmosphérique et aux vents extrêmes. Les installations de reproduction de reptiles ont subi des dommages structurels majeurs, provoquant la libération immédiate de centaines de juvéniles dans le système hydraulique complexe des Everglades. Ce fut une défaillance de confinement totale. Tout se complique encore. Les relevés actuels indiquent que le nombre d'unités biologiques actives dans les zones humides se situe désormais entre 30 000 et 300 000 spécimens. L'anatomie d'une python birmana constitue un modèle de précision en matière d'efficacité prédatrice. On peut remarquer comment sa structure osseuse et musculaire est configurée pour une optimisation maximale de la capture. Sa mandibula n'est pas une simple cavité buccale, mais un système mécanique articulé permettant une extension hors norme. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. 22 cm, c'est le diamètre d'une assiette standard, mais c'est aussi l'ouverture maximale de la mâchoire d'une python, permettant l'insertion de charges organiques massives. Pourquoi cette structure anatomique est-elle si performante pour l'ingestion de proies de grande taille? On pourrait croire que l'élasticité de la peau est la seule limite au passage de la nourriture. Mais en réalité, des scientifiques ont documenté des spécimens capables d'engloutir des cerfs entiers, pesant 35 kg, une masse qui semble physiquement disproportionnée par rapport au volume initial du prédateur. Mais ce n'est que le début. L'ingénierie biologique la plus lourde s'active à l'intérieur de l'organisme après cette phase d'ingestion. Lorsqu'une proie colossale pénètre dans le système digestif, le corps du reptile passe instantanément dans un mode de superproduction métabolique intensive. On peut remarquer une modification structurelle majeure au niveau de la cage thoracique.
Le cœur augmente physiquement de 40% pour assurer le pompage du carburant nécessaire à l'activation de la digestion. La suite devient plus complexe. Les enzymes digestives se multiplient alors par 40, transformant l'animal en une véritable fournaise vivante, capable de dissoudre les os et la chair les plus denses. La production d'acide gastrique est telle que même le squelette de la proie est décomposé en un temps record. Tout se complique encore. L'impact de ce mécanisme d'absorption vorace sur l'écosystème local a été dévastateur, comparable à une installation industrielle qui consommerait l'intégralité des ressources environnantes sans distinction. Des études approfondies démontrent que dans les zones géographiques dominées par ces prédateurs, les populations de ratons laveurs ont chuté de 90%. Et ce n'est pas encore la limite. 99% des opossums ont été purement et simplement éliminés de la cartographie biologique de la région. Le système de filtration naturelle de l'eau en Amérique commençait à s'effondrer sous le poids de ces envahisseurs massifs. La dégradation de la chaîne alimentaire semblait irréversible, jusqu'à ce que la structure de l'environnement révèle une faille spécifique dans le système de survie de l'espèce. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le cas de Loki a radicalement modifié l'approche des chercheurs sur le terrain. Loki n'était pas un reptile ordinaire, mais une cobra de Judas, un agent infiltré configuré pour la reconnaissance tactique. On voit comment l'équipement électronique de précision, un traceur GPS sophistiqué, est greffé sur l'animal pour permettre une surveillance constante. Sa mission consistait à rejoindre ses semblables et à révéler l'emplacement exact des femelles reproductrices cachées dans les zones denses. Il s'agissait d'un mâle en pleine santé, lourd et doté d'une puissance musculaire considérable. Pourtant, le signal émis par sa balise s'est brutalement interrompu au milieu des marécages. Passage au niveau suivant. Lorsque les scientifiques sont arrivés aux coordonnées finales indiquées par le dernier relevé satellite, ils ont découvert une scène dont la violence défiait les lois habituelles du poids et de la force brute. L'équipement sépare progressivement les indices pour comprendre la nature de l'attaque. L'assassin n'était pas un ours géant, contrairement à ce que la force nécessaire pour neutraliser un tel reptile laissait supposer. La matière organique sur les lieux de l'affrontement témoignait d'une confrontation inhabituelle entre deux puissances dominantes de la faune sauvage. Cela ne s'arrête pas à cette étape. L'examen des traces au sol et de la position de la dépouille de Loki a ouvert une nouvelle perspective sur les prédateurs capables de s'opposer à cette invasion. L'acier de la technologie humaine rencontrait ici la limite de la biologie naturelle. Le flux d'informations issues de cette découverte s'oriente maintenant vers une nouvelle phase de compréhension. 10 à 15 kg, c'est le poids modeste d'un lynx, ce chat sauvage qui a pourtant commencé à neutraliser des prédateurs pesant le double de sa propre masse. Pourquoi un félin de cette taille prendrait-il le risque d'attaquer des serpents géants? À première vue, la confrontation semble inégale et suicidaire pour le mammifère. Mais en réalité, ce comportement ne constitue pas un événement isolé, marquant plutôt le début d'une véritable insurrection tactique de la part de la faune locale. L'équipement de surveillance installé dans la réserve de Big Cypress a enregistré des données que les écologistes définissent désormais comme une évolution comportementale observée en temps réel. On voit comment un lynx déterre systématiquement les œufs d'un python avec une précision méthodique. Le félin ne se contente pas de consommer cette source de protéines. Il écrase les œufs et dissimule les débris sous la terre, menant une opération de sabotage calculée pour éradiquer la génération future de son adversaire. Mais ce n'est que le début. Quelques jours après cette destruction, le même individu a affronté une femelle python de 50 kg mesurant 4 mètres de longueur. Dans un combat où une erreur d'une fraction de seconde entraîne inévitablement la mort par constriction, le lynx utilise son agilité supérieure pour esquiver les attaques et porter des coups précis. La suite devient plus complexe pour les envahisseurs écailleux. La faune locale, qui reculait autrefois devant la puissance mécanique des pythons, découvre progressivement que ces prédateurs ne sont pas invulnérables. Les anciens seigneurs féodaux des marécages ont également décidé de reprendre leur trône dans les eaux troubles. Les alligators américains, protégés par une structure osseuse perfectionnée durant 7 millions d'années d'évolution, interceptent désormais les pythons de manière régulière. On peut remarquer comment ces prédateurs massifs surveillent les zones de passage des serpents. Tout se complique encore lors des collisions physiques entre ces deux titans du système Baran. La physique de ces rencontres atteint un niveau de brutalité extrême.
Un alligator possède l'une des morsures les plus puissantes du règne animal, capable d'exercer une pression de plusieurs tonnes. Lorsqu'il referme ses mâchoires sur le corps du python et déclenche son mouvement de rotation rapide, la force de torsion brise la colonne vertébrale de la créature. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que l'équilibre des forces se modifie. Le son de l'os qui cède sous la pression des mâchoires retentit dans le silence des marais comme une détonation. Les données de suivi télémétrique indiquent que plus de 14% des pythons surveillés par les scientifiques terminent leur cycle de vie lors de telles confrontations. L'équipement sépare progressivement les faits des suppositions, confirmant que les prédateurs indigènes reprennent le contrôle de leur territoire. Le métal des colliers émetteurs s'immobilise au fond des eaux, signalant la fin de la traque pour ces spécimens. C'est ainsi que les forces naturelles s'ajustent pour faire face à la menace extérieure. La matière biologique se recycle au sein de la chaîne alimentaire, stabilisant à nouveau cet écosystème complexe sans hâte. La pression exercée par les alligators et les lynx sur la population de serpents constitue désormais un facteur de régulation concret et mesurable sur le terrain. Le processus de rééquilibrage naturel achève cette phase, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique de survie. 220 newtons. C'est la force mécanique exacte exercée par les serres d'une grande corouja lorsqu'elles se referment sur leur proie. Pourquoi une telle puissance est-elle nécessaire pour de simples oiseaux de proie? On pourrait imaginer que la supériorité aérienne suffit à garantir la capture. Mais face à la structure musculaire dense des jeunes pythons, une pression superficielle ne suffirait pas à stopper l'envahisseur avant qu'il ne puisse se défendre. Ces serres agissent comme des presses hydrauliques biologiques capables de percer les tissus les plus résistants. L'équipement naturel des rapaces sépare progressivement les organes vitaux de la colonne vertébrale du reptile, en quelques millisecondes seulement. On voit comment les aigles et les hiboux patrouillent au-dessus des herbes hautes, transformant l'espace aérien des Everglades en une véritable zone d'exclusion pour les jeunes serpents en quête de territoire. Mais ce n'est que le début. La dynamique de prédation ne s'arrête pas à la surface de l'eau, car le danger monte en puissance dès que l'on descend dans les couches inférieures de l'écosystème. Si le python est de taille trop imposante pour ses adversaires, l'alligator risque de périr sous la pression de la constriction. Cependant, si le prédateur local l'emporte, l'envahisseur se transforme alors en simple combustible organique pour la faune indigène. On peut remarquer comment la carcasse du serpent est intégrée au cycle nutritif de la zone humide. La suite devient plus complexe. Le combat pour la domination entre ces espèces ne laisse aucune place à l'approximation, chaque mouvement étant dicté par une nécessité biologique de survie immédiate. D'apparence facile, la capture d'un petit reptile par un rapace semble être une opération de routine, mais en réalité, cela exige une précision de trajectoire millimétrée lors de la descente. La pression des serres doit atteindre son maximum instantanément pour perforer les organes vitaux avant que le python ne puisse s'enrouler autour de son agresseur. L'équipement sensoriel de l'oiseau de proie calcule cette force avec une exactitude constante. Tout se complique encore lors de l'extraction de la proie hors de l'eau. Le processus de régulation naturelle ne fait que prendre de la vitesse à mesure que les populations s'adaptent. Le métal organique des griffes et la mâchoire de l'alligator forment un rempart contre l'expansion de l'espèce invasive. On voit comment l'équilibre thermique et mécanique de l'environnement est maintenu par ces interactions violentes. La matière ainsi transformée quitte le cycle de la lutte, passant à un stade apaisé au sein de la chaîne alimentaire.